Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous accueillons Thierry Ray. Thierry Ray, que je tiens tout d'abord à remercier, car je sais à quel point son activité est très chargée à l'heure actuelle. Présenter Thierry n'est pas aussi aisé qu'il y paraît. Bien sûr, il y a ce judoka d'exception, champion olympique, mais aussi champion du monde, champion d'Europe, champion de France, vainqueur du tournoi de Paris. En fait, une très longue liste de titres et de médailles, mais aussi et surtout un style, une élégance sur le tatami et une détermination qui forçait l'admiration. Après le champion, il y a eu aussi le personnage public, très souvent aimé, envié, parfois jalousé ou même controversé. Un de ces people qui fait du cinéma et de la télé, qui fréquente les stars. Mais il y a aussi un homme qui est hors des feux de la rampe, beaucoup plus discret, conseiller politique des puissants. J'ai toujours été réticent face aux biographies de sportifs, et c'est un peu par amitié et en souvenir du passé que j'ai acheté son ouvrage Cette vie. Mais ce fut une belle surprise. Le texte est clair, sincère et fort bien écrit. Thierry témoigne, il se livre sans tabou, il dévoile ses joies et ses peines, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Des éléments plus personnels sont aussi esquissés. Ils sont abordés en nuances et tout en délicatesse, mais ils restent personnels. Inutile d'y revenir quand l'ambition est ailleurs. Elle est dans le message d'une passion à transmettre, d'une passion à partager, d'une passion pour le judo, mais aussi pour le sport et pour le mouvement olympique. Thierry, la parole est à toi. Au micro. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir chez vous. J'ai vu beaucoup de visages connus, d'autres que je connais moins, mais je voulais vous saluer et vous remercier d'abord d'être présent dans ce moment un peu égocentré. C'est un peu gênant d'ailleurs d'avoir la parole pour parler que de soi pendant autant de temps. Mais bon, Michel m'a convié à faire ce mondo, donc c'est avec plaisir que je vais participer et vous faire partager d'abord ce qui… Enfin, c'est pas… Ce que je vais vous faire partager, c'est d'abord une passion, c'est d'abord un engagement, c'est, j'allais dire, une manière comportementale de vivre, de penser ce qui nous entoure. Et quand je dis ce qui nous entoure, c'est aussi bien les êtres que l'action dans un monde qui me tient particulièrement à cœur et qui est ce monde associatif. Pour moi, j'y tiens beaucoup. Je trouve que c'est une manière de vivre. Et le petit garçon que j'étais, et on peut peut-être passer à la première slide d'ailleurs, le petit garçon que j'étais après l'introduction, donc voilà, que vous pouvez voir, a eu ce vrai coup de cœur en rentrant dans ce qu'on peut appeler une famille. Et si vous êtes là ce soir, c'est aussi vous, voilà, d'une manière ou d'une autre, on a tous aussi connu ça. Le judo, ça nous apporte une autre famille, une autre manière d'approcher les gens. Moi, je me rappelle que quand je suis rentré à 9 ans dans ce club, je me demandais ce que je faisais là, parce qu'on n'est plus habitué, on est plus tous habitués déjà à cette époque-là à courir derrière un ballon, voilà, à être dehors, à faire des choses sans qu'il y ait nécessairement j'allais dire une approche pédagogique derrière. Et moi, qui étais déjà à l'époque j'allais dire, pas très attiré par tout ce qui était enfermement dans une rigidité, et je pense notamment à l'école, où dans cette époque-là, moi, déjà j'étais gaucher, donc quand il fallait que je prenne ma plume pour écrire, c'était déjà un problème parce que je foutais de l'encre partout. Enfin, tout ça n'allait pas, ne me plaisait pas. La forme était très importante, ne me plaisait pas. Et en arrivant dans ce club de judo, justement, je me suis fait un peu avoir. Je me suis fait un peu avoir parce qu'on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte que c'est très parascolaire, que c'est très éducatif, que ça vous apprend beaucoup de choses sur vous-même, sur l'autre, sur la règle, sur le rapport aux autres, sur le rapport à l'écoute, sur la manière dont il faut vivre avec votre corps, avec le corps de l'autre, et vivre avec les autres après. Quand on a un petit bagage technique, quand on progresse, quand on a ses premières ceintures, qui sont les premières sources de valorisation personnelle, quand on a 8 ans, 7 ans,
À l'époque, on commençait le judo plus tard qu'aujourd'hui. Et c'est très valorisant d'avoir une ceinture jaune, d'avoir une ceinture orange. Tout d'un coup, on est investi d'un truc, on existe. Donc, il y avait tout ça. Il y a tout ça qui m'a rempli de ce que j'ai. Ça m'a rempli pas de joie, mais c'était pas une joie, c'était de plénitude, d'être avec un groupe, d'être avec des copains, d'être avec un prof, de vivre un truc de dingue, de vivre un truc que je ne trouvais nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. Et puis après, il y a la manière dont on s'investit, dont on écoute. Pour moi, la base de tout ça, c'est aussi le prof qui vous donne et comment il vous parle, comment il vous nourrit. Et on le voit d'ailleurs sur ce stage à Luchon. Alors, j'ai mis cette photo parce que c'était mon premier stage que mes parents sont toulousains. Donc, comme mon père voyait que j'étais passionné par ça, là, je devais être ceinture verte. Il y avait le stage de Monsieur Brousse, de Maître Brousse. Et donc, je me suis retrouvé à Luchon en stage avec Maître Brousse et puis évidemment son fils. Et puis Pascal Baraco. Donc, pour moi, c'était dingue de me retrouver là dans ce truc. C'était mon premier stage. Il faisait froid à Luchon, je me rappelle, c'était dingue. Et donc, c'était pas un stage fédéral, c'est un stage que mes parents m'avaient offert. Et donc, c'était une nouvelle approche. C'était les premières fois où je sortais du club, où on avait mal au cou, parce qu'on faisait du judo tous les jours, matin et après-midi. Quand vous êtes dans le club, vous ne faites pas ça. Vous venez une fois par semaine, voire 2 fois quand vous commencez à être minime et tout ça. Mais là, de faire judo tous les jours, tous les matins, avec concentré, machin, c'était un truc très particulier. Et puis après, il y a vous avancez, vous progressez, vous écoutez, vous vous formez, et puis vous découvrez. Notre filière, elle est géniale pour ça. Déjà à l'époque, elle était incroyable. Parce que en minime, d'abord en Benjamin, par exemple, en Benjamin, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait championnat de Seine-et-Marne, je me suis qualifié pour l'Île-de-France. Arrivé en France, en Île-de-France, je me suis qualifié pour les championnats de France. Je me suis retrouvé à Coubertin, dans le même lieu où avait lieu le tournoi de Paris que j'allais voir déjà, où France-Kansai, il y avait une grande compétition France-Kansai. Et on faisait le championnat de France Benjamin sur les mêmes tatamis où il y avait des grands. Donc tout ça était accessible. La filière était déjà créée. Et puis après, quand vous grandissez, la filière, elle vous offre à la fin d'un championnat d'académie, vous entendez votre nom, vous venez, on vous donne une feuille, on vous propose d'aller en stage. Au lieu de partir en vacances, on vous propose d'aller en stage. Donc, je me suis retrouvé au stage de Poitiers avec le regretté Guy Offray, qui vient de partir là il y a quelques mois. Donc, le type qui était la première médaille des championnats du monde, c'est lui qui vous faisait cours. C'était dingue. Pour moi, c'était dingue. J'avais 14 ans, j'avais des billes comme ça. Le mec, il était à Ludwigshafen, première médaille, et c'est lui qui vous donnait, c'est lui qui vous nourrissait. Donc, c'était un monde incroyable. Pour moi, c'était un monde incroyable où on pouvait aussi avancer, on pouvait croître, on pouvait apprendre, on pouvait se nourrir, on pouvait progresser. Et ça se marquait par des choses. Au-delà des âges, ça se marquait par des compétitions, par un niveau, par des grades. Et ça, c'était très valorisant pour des mômes qui sont souvent un peu perdus ou qui ne savent pas. C'est très déterminant le judo. On peut peut-être passer la slide suivante. Donc après, il y a assez bizarrement, j'ai eu la chance, moi, d'avoir la création d'une catégorie, puisque après 76, donc j'avais 17 ans, 16-17 ans, au retour des Jeux de 76, les catégories sont passées de 5 catégories à 7 catégories, avec la création des moins de 60. Et évidemment, les anciens moins de 63 kilos, les types, ils n'arrivaient pas à descendre en moins de 60. Donc, il y a toute une kyrielle de moins de 60 seniors qui étaient, j'allais dire, des bons moins de 63, mais ce n'étaient pas des tops. Jean-Jacques Mounier, d'ailleurs, a été dans les premières compétitions des moins de 60, était là, a fait l'effort de perdre, a essayé. Après, il avait trop de problèmes de poids. Mais ceux qui brillaient en moins de 63 ont assez brillé en moins de 60, mais se sont vite arrêtés. C'était trop dur. Donc, ça a ouvert la voie à toute une génération de mecs qui arrivaient des cadets, des juniors. Et moi, j'étais pile là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il y avait Cavué, il y avait Morel, il y avait Nolin, il y avait, voilà, on était 4-5 juniors, mais c'était déjà notre catégorie. Et donc, assez merveilleusement, je peux dire, au championnat de France en 78, je me suis retrouvé champion de France, j'ai fait une finale
contre un type qui s'appelait Morlon, qui était du Racing Club de France, qui était un bon moins de 63, qui était pas mal, et qui a fait sa route comme ça, mais qui n'avait jamais été un grand champion en moins de 63. Et donc, en moins de 60, il était pas mal. Mais il s'est confronté à une génération de dingos qui arrivait, là, qui avait du talent, on est crevé d'envie, quoi. Et donc, tout de suite, je me suis retrouvé dans cette équipe de France. Et quand vous regardez ce judo, derrière, vous voyez, il y a quand même Yves Delvin, il y a Landard, il y a Tchou, il y a Jean-Pierre Tripet, il y a Angelo et Jean-Luc. Donc, vous imaginez, Jean-Luc, il a 10 ans de plus que moi. Tripet, il a plus pareil. Oui, Michel? Avance. Non, je croyais que quelqu'un voulait dire quelque chose. Non, c'est pour vous dire que moi, j'étais le piou-piou de cette équipe. Et quand je démarrais, parce que par équipe, c'est le moins de 60 qui démarre, alors que là, je fais une parenthèse, j'ai demandé, moi, à la Fédé, quand j'étais président de club, à ce qu'on réinvente cette règle. Puisqu'aujourd'hui, quand on tire par équipe, il y a un tirage au sort qui désigne la catégorie qui commence. Et ça change au fur et à mesure. Moi, je trouvais ça tellement injuste. C'est moi qui ai proposé cette idée à la Fédé parce que je trouvais ça injuste d'être toujours le premier à démarrer. Mais donc, quand vous aviez ces pimpins derrière, là, je peux vous dire, vous étiez tranquille. Hein. Vous disiez, là, il y avait du lourd, mais grave. Et Yves Delvin, il a été vice-champion du monde. Chou, il a été champion du monde. Jean-Pierre, il a été champion d'Europe plusieurs fois, enfin, par équipe. Angelo, bon, je ne parle même pas, il a 4 médailles olympiques. Jean-Luc et Landard, enfin voilà, on était une équipe de dingue. Et moi, j'étais le petit cadet, j'avais 18 ans et j'étais avec ces mecs-là. Donc, c'était incroyable. Et donc, après, avec cette équipe, on est parti tout de suite en stage au Japon. Et c'était mon premier stage au Japon. Donc là, ça a été copieux, parce que c'était encore l'ère où on vous faisait payer de ne pas être connu, enfin, avec tout cette âpreté. Donc d'abord, moi, j'étais avec une génération qui n'était pas la mienne, ce n'était pas mes amis, c'était des gens que l'équipe de France, on s'adorait et tout ça, mais ce n'était pas mes potes avec qui je vivais. Donc c'est passé un mois avec des gens qui ont 10 ans de plus, c'était un peu particulier, bien qu'on était très proches. Et puis le Japon, pour un moins de 60, c'est très dur, parce que vous n'avez pas la parole. On vous envoie des 80 kilos qui vous éclatent tous les jours. Enfin, c'est l'enfer. Donc après, moi, ça s'est traduit, vous voyez dans cette photo de 79 au championnat du monde, j'ai fait 2 tournois de Paris où j'ai battu 2 Japs, en 78 et en 79. Et puis en décembre 79, il y a eu les championnats du monde à Paris, où au deuxième tour, donc, je rencontre ce Moriwaki qui était le numéro 1 japonais. Donc là, je crois avoir gagné, en fait, sur le tableau, on ne voit pas, mais on est à égalité. Et je crois avoir gagné parce que vraiment, je lui ai marché dessus avec cette… le mot n'est pas bon, c'est pas la haine, mais cette envie de dézinguer ces Japonais qui nous faisaient mal. Moi qui m'avais fait mal, mais mal dans ma chair, mal dans ce que je suis. Donc, déjà au tournoi de Paris, je m'étais régalé à les battre chez moi. Et au championnat du monde, de battre ce mec qui était invaincu dans les moins de 60, il y avait eu Rodriguez qui avait gagné en 76 au jeu, mais ce n'était pas courant, disons, que cette catégorie, les Japonais perdent dans cette catégorie. Et donc, ça a été pour moi, c'est le championnat, cette photo compte beaucoup pour moi parce que c'est le championnat où vous avez tout le monde. Il y avait mes parents, mes frères, ma soeur, mon frère, mes amis de l'INSEP. Tout le monde était là dans ce cocon, dans ce lieu, mais ça gueulait, c'était incroyable. C'était le dernier jour en plus des championnats du monde. Donc, c'était magnifique. Et puis après, j'ai mis cette photo parce que c'est une dédicace aussi à Michel sur ce mouvement incroyable qui est Ushimata. On dit que c'est le roi des mouvements. Alors, il y a Moroté, qu'on aime beaucoup aussi. Bon, enfin, bon, c'est pour les petits. Moroté, c'est autre chose. C'est ces mouvements d'épaule un peu où on se met à 4 pattes comme ça pour passer en dessous. Alors que là, quand vous voyez ça, c'est quand même des mouvements. C'est le roi des mouvements. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. Et puis tout ça grâce au jeune homme que vous voyez à côté, quand même, qui était Chou. Parce que moi, j'étais dans un club qui était à côté de l'INSEP. Donc, j'ai eu un prof qui a eu l'intelligence un jour de dire je vais faire venir un prof, un international. Et qui est-ce qui a débarqué pour faire progresser mon club? Et comme les mecs de l'équipe de France, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent à l'époque et qu'ils avaient besoin de mettre un peu de beurre dans les épinards, ils donnaient des cours. L'équipe de France donnait des cours. Et donc, qui j'ai vu débarquer? Bernard Choulian. Donc, voilà. Et ça a matché hyper bien. Et il m'a donné les clés. Bernard, il m'a donné les clés. Donc, voilà, c'est devenu un frère. Et on était en chambre ensemble, je sais pas, du monde, au jeu, enfin partout.
Et c'est après devenu, quand j'étais président de club, c'est devenu mon manager. Et puis il a continué à travailler avec mon équipe, notamment avec Lucie, avec Morgane, avec Teddy, parce que c'était un technicien, c'était un génie pour moi, c'était un danseur, et puis il savait transmettre. On peut savoir faire, mais après c'est comment on le dit, comment on le donne, comment on vous l'offre. Et puis on sait bien que moi j'avais pas le judo de Julian. Il m'a donné des trucs que j'ai adaptés. Mais voilà, c'est une espèce d'osmose. Et après, comment, à travers ces mouvements dont on parle, Ushimata, Morote, comment on l'adapte à soi, comment on en fait comment on arrive à force de travail d'uchikomi, de sensations, de randori, comment on arrive à le posséder et à le traduire quand vous avez une opposition d'un mec qui ne veut pas tomber, qui veut vous faire tomber. Donc voilà. Et ça résume, cette diapo, elle résume beaucoup de choses sur la connivence absolue qui fait que votre prof, c'est un mec, ou votre entraîneur, je dis bien, vous voyez mon prof qui devient votre frère, qui vous donne confiance et qui vous permet d'oser croire que vous allez battre les Japonais, et puis qui vous permet aussi d'être sûr de pouvoir faire ces techniques-là, et puis de vous retrouver dans cette équipe de France. Aujourd'hui, on parle beaucoup des résultats des garçons. Vous vous rendez compte, quand vous avez 18 ans, que vous arrivez dans cette équipe-là, mais c'était magnifique, quoi. Là, il n'y avait pas de… Voilà, vous saviez que vous étiez fort. Quand vous arriviez là, vous saviez que vous étiez fort. On peut peut-être passer sur la vidéo suivante. Bon, ça, c'était les Jeux de Moscou. Alors, le boycott, alors moi, j'étais à l'armée à l'époque, puisque j'ai profité, moi, de savoir qu'il y avait des Jeux pour rentrer un an avant, en me disant comme ça… Je n'irai pas trop à l'armée, j'irai plutôt à l'INSEP. Et donc, j'étais militaire. Donc, quand il y a eu le boycott, d'abord, en tant que militaire, on m'a dit sol d'arrêt, vous n'avez rien à dire, ne prenez pas position. Et puis, il y a eu quand même des mouvements. On a fait avec Jean-Luc, avec Abada, avec Bello, avec d'autres sportifs, avec des escrimeurs. Ce qui fait qu'on est quand même parti au jeu sous l'égide de la Fédé et du Comité olympique français. Et sportivement, moi, c'était très important. D'abord d'avoir battu les Japonais dans l'Olympiade avant, et puis d'avoir battu un Japonais au choc. Moi, je suis arrivé au jeu, j'étais champion du monde. Donc, boycott, pas boycott, c'était à eux de venir, quoi. Il n'y avait pas le côté je vais être champion parce qu'ils ne sont pas là. Et vraiment, des gens, comme parfois, rarement, on me dit ouais, mais c'était jeu des boycotts. Moi, sportivement, je m'en fous. Parce que j'ai battu 4 Japonais dans l'Olympiade avant et j'étais champion du monde en titre. Donc, c'était à eux de venir. S'ils ne sont pas là, tant pis pour eux. Il y avait l'histoire du poids aussi, qui était un truc de… Alors évidemment, avec cette dernière compétition où je combattais en moins de 60 kilos, c'était l'enfer. Donc voilà, c'était pour moi une sorte de libération de savoir que plus jamais de ma vie, j'allais refaire 60 kilos. Donc le matin de la compète, d'aller courir tout seul là dans ce stade et de savoir que chaque pas que vous faites, c'est la dernière fois que vous suez. Et puis avant la finale, je suis allé me repeser, donc je faisais 64 800. Donc j'avais repris 4,7 kg dans la matinée, tellement mon corps avait besoin d'eau. Et puis voilà, ces médailles françaises avec Angelo qui a gagné le premier jour, qui était le premier champion olympique français, Angelo. Bon, après, on a été dans la même compétition, on est les 2 premiers, mais voilà, factuellement, c'est lui qui a gagné le premier titre. Et puis cette médaille d'argent aussi qu'il a autour du cou, parce qu'il a perdu en décision contre Lorenz en toutes 4, à l'époque où il y avait encore des toutes 4. Après, il y a eu des toutes 4 à Los Angeles, puis ça s'est arrêté. Et puis Tchou, avec sa tête de chien battu, là, qui a fait 3e. Voilà, alors on va dire, voilà, il y a eu une décision un peu particulière sur un mouvement. Voilà, il aurait pu être champion olympique. Il y a eu un geste d'arbitre, comme ça. Bon, bref. Et puis voilà, c'était des championnats. Au-delà du championnat, c'est le titre. C'est d'être champion olympique. Champion olympique. C'est vraiment comme… Alors, j'avais 21 ans depuis 2 mois. C'est une sorte de… On vous parle que de ça tout le temps. Hein. Quand vous êtes sportif, vous ne rêvez qu'à ça, être champion olympique. C'est une sorte de sacre. Et être champion olympique à 21 ans, vous vous dites, mais so what? Je fais quoi derrière? Je vais où? Je fais quoi? Je suis champion du monde, champion olympique. Alors, il y a un petit truc qui me grattait, c'est que je n'étais pas champion d'Europe. Donc ça, ce n'était pas possible. Donc j'ai enquillé, et on va voir là dans la slide suivante,
Donc, j'ai continué en me donnant un nouveau challenge d'aller dans les moins de 65 kilos. Donc, assez vite, j'ai été champion. La première année en 81, j'ai été champion de France pendant 3 ans de suite, 82, 83. 84, j'étais champion d'Europe. Et là, on est champion d'Europe par équipe avec Guy, vous voyez, Guy Delvin, qui était descendu de catégorie, lui, qui était 65, qui est descendu. Et puis avec les jeunes qui arrivaient, il y avait Serge Dio, il y avait Michel Novak, il y avait Tchou qui était monté de catégorie en 86 kilos. Il y avait, j'allais dire, Roger Vachon qui avait pris, entre guillemets, la place d'Angelo en moins de 95. Et c'était la catégorie des moins de 100. Et Angelo qui était monté en plus de 100. Avec toujours, vous voyez ce coq-là, qu'on cousait, on recevait une lettre. On avait le on avait le petit coq, c'était marqué « Il faut le coudre solidement sur le sein gauche », c'était marqué, sur votre kimono. Alors, c'était nos mères, évidemment, se demandaient comment elles allaient pouvoir coudre à travers la toile de kimono, mais mettre ce truc-là, je peux dire, j'en ai encore à la maison, là, dans des boîtes. Maintenant, il est tout de suite mis, mais quand on recevait ça, c'était quand même énorme. On l'adorait, ce petit coq, le recevoir avant le championnat. Mais en fait, à cette époque-là, j'étais déjà… alors, tout de suite, ce qui m'a intéressé, c'était… j'avais pas envie, moi, de rester sur le tapis. Évidemment, j'adorais le tapis, j'adorais tout ça, mais j'étais fatigué. À la fin, j'étais cuit, quoi. Le championnat de France 84, j'étais champion d'Europe en titre. Ça faisait 6 ans de suite que j'étais champion de France, avec ceux qui nous écoutent et qui connaissent l'époque où il fallait être champion de France pour aller au championnat d'Europe. Hein. Donc, le 7e championnat, j'ai perdu contre un junior. J'ai fait une boulette sur un déplacement. Le mec, au moment où j'ai voulu l'enquiller, c'est lui qui m'a mis. J'ai fait un trou dans le tapis. Le mec, il m'a mis arraille à gauche, et j'ai fait un trou dans le tapis. Et l'arbitre, il a donné Wazari. Il y avait Hippon. J'ai dit à l'arbitre, mais je lui ai dit, moi, l'arbitre, il y a Hippon. Je lui ai dit, il y a Hippon. Et le mec, il a donné Wazari. Et évidemment, le stade, tout Coubertin, je me suis fait pourrir tout le monde. Je me faisais huer. Évidemment, c'était scandaleux. Il y avait Hippon. Les mecs au bord, ils me disaient vas-y, vas-y, vas-y. Et après, le mec, il s'est traîné dans tous les sens. Gilbert, il s'appelait. Il a bien joué, il s'est traîné, il se barrait partout. Impossible de le remonter. Donc, ce jour-là, j'ai fait 3e. Et donc, ce jour-là, en 83, au championnat de France 84, j'ai fait 3e. Marc-Alexandre gagnait le championnat. Il devient champion de France. Il va au championnat d'Europe, puisqu'il y avait un seul représentant. Il gagne les championnats d'Europe individuels. Et donc, avant Los Angeles, alors que j'avais mené toute l'Olympiade, légitimement, Marc, champion d'Europe, 84, va au jeu. Et donc, moi, j'arrête ma carrière. Je suis cuit. J'ai fait 7 ans. Alors, souvent, les gens me disent que j'ai une carrière courte, mais non. Moi, à 18 ans, j'étais en équipe de France senior. Jusqu'en 84, j'ai fait 7 ans d'équipe de France en étant titulaire tous les ans. Donc, ça a été une longue carrière. Ça a été long, avec tous les poids qui s'accumulent, les pertes de poids, et puis cette rivalité permanente. En moins de 65 kilos, vous aviez au début Delvin, Ansen, Alexandre. Enfin, il y en avait plein dans tous les sens. Le championnat de France, c'était une tuerie. Et donc, moi, j'ai voulu tout de suite m'investir dans la fonction de dirigeant. Donc, je me suis fait élire au comité directeur à partir de 80 jusqu'à 84. Et j'ai fait 3 mandats dans les instances fédérales. Donc, je connais bien, je sais ce que c'est, moi, une fédération. Et puis, tout de suite, assez vite, à 28 ans, on a créé un club en Seine-et-Marne. J'étais issu de Lagny-sur-Marne. Et donc, on a pris le haut niveau, on a créé un club qui s'appelait Alliance Judo 77. Et on a les meilleurs athlètes, ils restaient dans leur club, mais ils avaient cette licence-là. Et on se réunissait, les profs. On avait un entraîneur de haut niveau qui tournait dans les 4 clubs. Et puis, on avait des regroupements de l'élite, une fois tous les 15 jours, entre les cadets, les juniors, les seniors. Et ça s'appelait Alliance Judo 77. Alors, on peut peut-être passer la slide suivante. Qui est devenu, en 92, donc en étant président de club, quand j'ai commenté les Jeux à Canal, ils ont vu ce que c'était le judo, puisqu'à Barcelone, on a fait 7 médailles quand même. Le judo français a ramené 7 médailles avec des titres de champion olympique, notamment le premier titre de champion olympique d'une femme, qui était, comment elle s'appelle, si quelqu'un peut m'aider. Pardon ?
Cécile Alors, Levac. non, Cécile, c'était son dernier jour. C'était Cathy Fleury. Ah, Cathy Fleury a gagné au drapeau. Cathy Fleury a gagné au drapeau contre une Israélienne. Et voilà. Et c'était donc, il y a eu 2 titres féminins. David a fait 3e. Qui a gagné encore? Enfin, ça partait dans tous les sens. Il y a Gagliano qui a fait 3e. Enfin, c'était un festival. Et moi, je commentais ça. Et donc, au retour des Jeux, ils m'ont proposé de rentrer à Canal. Et Canal, à l'époque, avait un club omnisport où il y avait de la boxe, où il y avait du foot, où il y avait évidemment du foot, mais il y avait du basket, il y avait du hand, il y avait du volley. Et donc, j'ai dit à Lescure, qui était directeur général, que je connaissais, que j'avais croisé dans des dîners, tout ça, je lui ai dit, mais Pierre, il faut que tu prennes le judo. Tu as vu comment c'est génial. Et donc là, vous voyez, on est à l'Aqua Boulevard, qui est censé être un club où on se baigne, tout ça, mais il y avait aussi des tennis. Et donc, j'avais négocié avec un type qui était le patron de l'Aqua Boulevard, qui s'appelait Michel Corbière, un tennis. Et donc, il m'avait filé un tennis où on avait mis au fond, là, on avait mis des bâches, on avait fait monter un mur. Et au lieu qu'il y ait 2 types qui jouent au tennis, on avait fait un vrai club avec des mômes. Et on était 400 licenciés. Et donc, du lundi soir jusqu'au samedi après-midi, voilà, c'était le PSG Judo avec David qui était venu signer, Jamel qui était venu du Racing. Et donc, on a gagné la Coupe d'Europe, on a été champion de France avec cette aventure humaine, pareil. Là, tout d'un coup, le champion se mue en dirigeant et les choses, entre guillemets, politiques de la Fédé, de la vie de club m'intéressaient avec cette particularité de ce club qui, grâce à Canal et au système, je vais dire pro, nous, on a été les premiers à faire signer des contrats aux athlètes. La CBB, par exemple, le faisait, mais c'était la ville qui signait les contrats. C'était la ville qui payait les athlètes. Alors que là, c'était une entité privée. Et donc, les athlètes, que ce soit tous ceux que vous pouvez voir, vous voyez, il y avait Philippe Taurine, vous voyez, qui tient la coupe. Il y avait Nicolas Gilles le Canadien, il y avait Demarche, vous voyez, il y avait Mondinx. C'est drôle parce qu'il y avait Christophe, là. Il n'y a que des gens qui sont devenus entraîneurs nationaux derrière. Vous voyez quand même. Vous voyez l'équipe qu'on avait. Là, la photo à côté en noir et blanc, vous voyez Jean-Pierre Gibert qui est là. Vous voyez, il y a le regretté Jessie Euclide qui est derrière, là. Il y avait Fred de Montfaucon. Donc, vous voyez l'équipe qu'on avait, c'était dingue. Et moi, je manageais ça, je manageais ce groupe et je m'occupais à faire en sorte que ces athlètes, socialement, soient reconnus. Ils avaient un contrat, ils avaient un contrat de travail, quoi. Ils étaient officiellement payés et c'était les premières fois que ça se faisait. Ça s'est arrêté en 2002 parce que PSG a vendu le foot, donc les sections ont été dissoutes. Les sports pro ont été repris. Le basket est devenu Paris-Levallois, puis Nanterre, enfin, j'en sais rien. Le hand a continué. Aujourd'hui, c'est PSG sous la forme du PSG Hand. Et nous, on était devenus à l'époque Paris Judo. Donc voilà, c'est un ami à moi, Xavier Donc, qui avait repris la présidence. Donc on peut passer peut-être à la slide suivante. Et puis voilà, il y a eu les commentaires, vous connaissez tous. Voilà, c'est avec David, ça c'est à Sydney, je pense, ou à Atlanta. Derrière, ça doit être à Sydney, je pense. Donc, non, ça c'est attendez, c'est à Sydney. Donc, avec ce combat homérique, enfin ce combat de dingue contre Shinohara, le plaisir de commenter les filles qui viennent championnes du monde avec Lucie, avec Fred, avec Posama et derrière, enfin tout le monde. Et puis, bon voilà, l'exigence des physiques qui m'oblige à monter sur un sur un plot pour être à la hauteur de Teddy, qui a été aussi un de mes athlètes au PSG, au Lagardère Paris Racing. Et donc voilà, c'est le plaisir d'accompagner avec votre voix, votre passion, les exploits. Voilà, des fois ça perd, mais souvent ça gagne. Et c'était génial d'être là, quoi, de les suivre, et presque de les coacher et de sentir ce qui allait se passer, du danger qu'il y a. Commenter, c'est génial. Commenter, c'est trop bon. Alors après, il faut le faire avec la mesure, parce qu'on est écouté par des gens, on ne parle pas qu'à des judokas, donc il faut savoir doser, il ne faut pas les abreuver de Moroté, du Jigatame, de Moroté, je ne sais pas quoi. À l'époque, maintenant ça va, il n'y a qu'un Wazari. Hein. À l'époque, il y avait des Koka, des Yuko, des machins, des trucs dans tous les sens. Et pourquoi il a sorti sa jambe, enfin bref, c'est un bonheur. De commenter, c'est génial. Enfin, vous devez le sentir comment j'en parle d'ailleurs. Voilà, ça a été une aventure géniale que j'ai fait très longtemps. J'ai fait très longtemps.
Et puis voilà, derrière, il y a l'engagement sur l'amour du sport, sur l'importance de ce que c'est. Moi, ça m'habite. C'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est de faire comprendre que le sport, comme la culture, c'est un truc qui est absolument essentiel de manière comportementale dans la vie des gens, dans ce qu'on est. Je pense que les fédérations donnent beaucoup, les clubs donnent beaucoup, les comités donnent beaucoup, les bénévoles, les profs, les titulaires, tout le monde. On le voit avec ces mômes-là qui écoutent. Et je pense que nos responsables politiques ne sont pas assez à l'écoute ou ne saisissent pas réellement ce que c'est. Alors, en travaillant à côté du président Hollande, ben nous, on n'a peut-être pas avancé, j'allais dire, sur les aspects de subventions, etc. Mais au moins, on a travaillé à avoir les Jeux en France. Dès qu'il est arrivé, on lui a proposé l'idée de porter la candidature au nom de l'État. Donc vraiment, il a été très à l'écoute. À Londres, il a dit que si le mouvement sportif était responsable, l'État accompagnerait une nouvelle candidature. Et donc pendant 5 ans, parce que ce discours date de Londres, donc de son arrivée au mandat, jusqu'à la fin de son mandat, voilà, on a travaillé en sorte que cette candidature soit victorieuse sous le début du mandat du président Macron, qui en septembre 2017, donc quelques mois après la fin du mandat de François Hollande, voilà, on remporte la timbale contre Los Angeles. Parce que c'était une vraie compète. Hein. Ils ne nous ont pas donné les jeux, je peux vous dire. On dit, ouais, on a eu les jeux, tout ça. Non, non. Si les Américains, ils avaient pu avoir 24. Donc moi, c'est ce qui m'a passionné. C'est de partager, de faire partager cet amour du sport et du judo en particulier, évidemment, parce que je trouve que c'est quand même un des seuls sports où il y a… On dit qu'on est un sport éducatif, mais après, ça se traduit réellement dans la manière dont on le vit, dont on se touche. Au judo, on se prend. On est obligé de travailler avec le partenaire, on est obligé de le hooker. Le tori, c'est une relation qui n'a pas, me semble-t-il, hein, en hand, en tennis, en foot. Les gens sont loin, on donne des ballons. Il faut bien donner le ballon. Mais on n'a pas l'odeur. On n'a pas le mec qui doit faire attention à la manière dont il vous fait tomber, qui doit être en position quand c'est vous qui le faites tomber. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont intuitives. Ça s'apprend, ça se découvre, ça s'ingère, même sans le savoir. Donc, le rapport à l'autre, le rapport au corps de l'autre, le rapport à l'écoute, il n'y a que le judo qui vous donne. Il y a peut-être aussi la lutte, mais ce truc de toucher la toile, de travailler au sol enfin, tout ça, c'est très particulier. Pour moi, le judo, ça nourrit beaucoup le rapport à l'autre. Donc, voilà. Peut-être la slide suivante. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs une. Donc, voilà, c'est l'engagement donc pour ces jeux. J'ai eu la chance, d'ailleurs, quand j'ai arrêté, de tout de suite, en 86, pour être chargé de mission pour les Jeux d'hiver. C'est pour vous montrer que tout me passionnait. Donc, j'ai passé 1 an et demi à Paris, au siège à Paris, où j'ai appris beaucoup de choses en termes de com. Je travaillais à la com pour les Jeux d'Albertville. Et puis à Séoul 88, puisque je n'avais pas été en 84, je n'avais pas été sélectionné, et je ne voulais pas voir les Jeux. Voilà, il fallait que je me repose, que je souffle. Donc en 88, j'ai demandé à être dans la mission olympique. Donc j'étais au village olympique en charge de la vie des athlètes. Et donc j'avais amené des télés portables, des machins avec des cassettes, des trucs. J'avais passé des contrats avec des journaux. Enfin, voilà, je nourrissais les anniversaires, les soirées. Je m'occupais de la vie des athlètes pendant 3 semaines et j'étais immergé au sein de la délégation. Et puis, après, je l'ai fait avec le président Hollande. Et là, notamment, on est à Londres avec les Paralympiques. C'était la première fois qu'il y avait un président de la République qui se déplaçait lors des Jeux paralympiques. Alors, vous voyez, il y a Denis Massiglia, je suis là à côté de Denis. Et puis, il y a le président, et puis voilà, il y a l'ambassadeur. Là, puis ça a été un moment incroyable de ces jeux, avec la ministre, évidemment, Valérie Fournéron, qui est là. Mais c'était montrer toute l'importance, et ça a été une réussite d'ailleurs incroyable des Jeux paralympiques à Londres. Ça a été un vrai départ pour repréempter ce champ du sport dans le monde du handicap. Et on y tient beaucoup, nous, à Paris 2024, aujourd'hui, où l'équipe de France, il n'y a plus l'équipe de France olympique et paralympique, c'est une seule entité. Et notre logo est le même. Il y a les jazitos et les anneaux et sous l'emblème de Paris 2024. Donc voilà, ça m'importe beaucoup. Et j'allais dire, je ne sais pas s'il y a une autre slide derrière. Voilà, donc ça, c'était
L'aventure aussi, j'étais dans l'aventure de 2005, enfin 2005 pour les Jeux perdus de Londres. Et puis Londres, moi, je vous en ai parlé, c'était l'engagement de redémarrer cette candidature victorieuse. Et depuis 2012, aujourd'hui, je suis conseiller spécial de Paris 2024. Je travaille au quotidien sur porter ces Jeux sur les territoires. Et voilà, ça m'importe beaucoup. Et maintenant, j'aimerais, voilà, je prétends, avec le parcours que j'ai, la passion que j'en ai, pouvoir diriger le comité olympique qui, je vous l'ai dit, pour ceux qui, enfin, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, me semble, me semble devoir être beaucoup plus allant sur les problématiques de porter la voix du sport en France vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de ce qu'on est, vis-à-vis de ce que les fédés font. Donc ça m'importe beaucoup d'avoir un comité olympique qui soit fort, qui montre que ces 108 membres, ces 18 millions de licenciés, ces 60 000 associations, ça pèse dans notre pays, ça participe à la vie des êtres tous les jours, tous les jours. Quand la culture, elle nous parle de spectacle vivant, nous, on le vit tous les soirs, sur tous les sports, dans tous les stades, et le dimanche et le samedi dans les petites compétitions de minimes, de benjamin. C'est notre spectacle vivant du sport. Donc ça, il faut vraiment qu'on montre que c'est puissant dans une société. C'est pas puissant pour gagner, c'est puissant pour se marrer, vivre ensemble et prendre des douches, partir ensemble, pleurer, gagner, progresser. C'est la vie. Pour moi, le sport, c'est la vie. Donc et c'est la vie, ça commence quand on marche. Quand on marche dehors avec son père, sa mère, qu'on va faire une balade, c'est comportemental. C'est pas seulement aller chercher la performance ou aller chercher. Ça aussi, ça compte. D'aller se dépasser, d'aller progresser. Mais c'est d'abord la base. La base, c'est de vivre des choses. Alors, je ne sais pas, peut-être une dernière slide, je ne sais pas. Donc, toujours pareil, ben voilà, 2024, ces jeux passionnants avec Bernard Lapassé. Moi, j'ai une pensée pour lui parce qu'il est un peu malade. Donc, voilà, c'est un homme qui a beaucoup porté avec Tony Estanguet, qui a mûri, hein, il était bien jeune là-dessus, le drapeau olympique, qui est un drapeau olympique qu'on a offert à Thomas Barr, qui était un drapeau olympique qui a 100 ans, qui date des Jeux de Paris. Donc voilà, des Jeux de 1924. Et puis la délégation, vous voyez, avec j'allais dire, nos mandants, que sont l'État, la ville, la région, la maire de Paris, la présidente de la région. Voilà, il y avait tout ce groupe, toute cette France, voilà, qui est unie autour d'une idée des Jeux en France. Et les Jeux, on va les réussir. L'événement des Jeux, on va le réussir, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 3 ans-là, jusqu'aux Jeux. Comment on va réussir à infuser plus de sport dans notre pays, dans nos clubs, dans nos régions, dans nos villes. Comment on va considérer que c'est un élément beaucoup plus moteur dans ce que doit être le rapport entre les gens. Moi, ça, et une fois qu'on a travaillé, quand on sort du boulot, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va soit au resto, soit on s'occupe de son amour, soit on va au cinéma, soit on lit, soit on fait du sport. Donc, pour moi, c'est un élément de vie. Pour moi, voilà, c'est absolument ça. Et ce n'est pas assez reconnu, ça. Ce n'est pas assez reconnu. Et donc, voilà, vous voyez, j'ai fait un plaidoyer qui fait. Alors, ça ne brûlera aucun neurone de chacun d'entre vous, rassurez-vous. C'est 40 petites pages qui expliquent un engagement, un positionnement, peut-être un amour du sport, ce que je considère qu'ils doivent être aujourd'hui dans notre société. Et puis, c'est une voix que je peux peut-être porter au nom des 108 membres du CNO, parce qu'il n'y a pas que les fédés olympiques. Il y a toutes les fédés olympiques, il y a toutes les fédés affinitaires, il y a les fédés scolaires, universitaires, il y a l'UCPA, il y a les ASPTT, il y a l'ensemble du sport français. Et ça, il faut le porter. Et je pense qu'avec le parcours personnel que j'ai, je considère peut-être être en capacité de le faire un peu mieux que mes concurrents. Et ce sera très important dans ce mandat qui nous mènera jusqu'à Paris. Donc voilà, je ne sais pas. Alors voilà, conclusion. Donc le judo, vous l'avez compris, c'est ça. C'est un sport, mais c'est aussi un art de vivre, c'est une passion. Et puis c'est joli d'avoir mis, merci Michel, d'avoir mis ce mot d'amitié avec cette photo de Tchou et de moi ensemble et en train de rire sur moi. Une grosse connerie encore, mais voilà. C'est des moments, ça illustre tout ce dont je vous parle, d'un Arménien de Marseille qui a 8 ans de plus que moi
et qui est devenu, qui m'a fondé, voilà. Et il n'y a que le sport et le judo qui peut nous apporter ça. Et on a tous, je pense, notre Bernard Choulian, on a tous un Bernard Choulian grâce soit au judo, soit au sport. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long.